Et voilà, nous sommes en ligne. Bonsoir. Je vois qu'il y a déjà plusieurs personnes qui sont dans la salle virtuelle. Donc, bienvenue à tous. Bienvenue aussi à Jean-Baptiste et Marie, que je présenterai tout à l'heure, et que un certain nombre d'entre vous connaissent déjà. Bienvenue donc au premier jeudi d'Artege de la saison. Bienvenue notamment à tous les amis de l'association Liberté Éducation. Et voilà, pour laisser à chacun le temps d'entrer dans la salle virtuelle, je nous propose de voyager un peu ensemble, que chacun nous dise sur la messagerie instantanée d'où il nous écoute ce soir, de quelle ville en fait de France ou d'ailleurs de l'étranger vous nous écoutez. Donc j'ai une personne qui me dit déjà bonjour de Bruxelles. Nous avons également Vannes dans le Morbihan. Voilà. Alors voilà, donc à tous ceux qui nous rejoignent, hein, nous faisons un petit tour de France et du monde éventuellement s'il y a des personnes à l'étranger pour qu'on puisse commencer avec le maximum de personnes. Donc là, nous avons un bonsoir de Perpignan, de l'Essonne, de Béziers, d'Orléans, de Chambéry, de Tours, de Mâcon, Paris, Reims, Lille, Elne dans les Pyrénées-Orientales. Alors, je ne sais pas comment je dois le prononcer, mais Lalleux en Bourgogne du Sud. Ça doit être ça. Bonsoir de La Rochelle aussi, la Garenne-Colombe, Bure-sur-Yvette dans la région parisienne en Essonne. Euh, Lyon, la capitale des Gaules. L'île Bouchard aussi. Très bien. Voilà, pour l'instant, nous sommes en France et en Belgique, si je vois bien. Il y a également Reims, voilà, Aix-en-Provence. Nous fait un peu voyager dans notre douce France. Merci. Nous avons aussi les Ulysses dans l'Essonne, Oberbraun dans le Bas-Rhin, Nice. Voilà, je vois pas encore de personnes de la Lozère, des Causses du Larzac. Mais bon, ça va peut-être arriver, puisqu'il paraît que le critère d'éloignement peut jouer. Nous avons aussi Libourne. Bon, merci à tous ceux qui nous rejoignent. Nous avons aussi Plodrin en Bretagne. Oui, c'est pas très loin de Vannes. Dompierre-sur-Yon en Vendée. Les Vendéens avec nous. Voilà. Eh bien, je pense que nous allons pouvoir commencer. De toute façon, le webinaire est enregistré et donc, pour ceux qui auraient raté les premières minutes, eh bien, ils pourront toujours le voir en replay, en enregistré. Donc, bienvenue au Jeudi d'Artege, comme je disais tout à l'heure. Donc, depuis le 10 novembre 2020 et hors pause estivale, chaque jeudi à 21h, un auteur Artege est venu à notre rencontre. Pour ma part, voilà, je m'appelle Lucie et je suis là pour faire le lien entre vous tous qui nous écoutez et l'auteur ou les auteurs que nous recevons. Je suis également auteure en Heroic Fantasy pour la nouvelle maison du groupe Artege sous le nom de Lucie Rose. Alors pendant ces jeudis d'Artege, nous avons reçu de nombreux auteurs, dont le père Joël Guibert sur le combat spirituel, Mélina et Pascal Oudot sur Travail et vie de famille, une perspective chrétienne. Nous avons eu aussi Monseigneur Ray sur l'islam, Gabriel Cluzel sur l'enracinement, Blanche Streb sur la bioéthique. Et tous ces webinaires, passés et futurs, sont à retrouver dans la rubrique webinaire du site des éditions Artege. Le format est toujours le même, 1h30 de webinaire, avec au début 30 minutes d'exposé, puis 1 heure de questions-réponses avec l'auteur. Vous avez dès à présent la possibilité d'écrire vos questions sur la messagerie instantanée. Elle est réglée en mode confidentiel. Donc l'intervenant ou les intervenants et moi-même sommes les seuls à pouvoir les consulter. Et c'est normal que vous ne voyez pas les contributions des autres internautes. Alors ce soir, nous sommes avec Jean-Baptiste et Marie Maillard. Donc bonsoir à vous deux. Bonsoir. Jean-Baptiste et Marie, vous avez trois enfants instruits en famille depuis plus de 10 ans. Jean-Baptiste, vous êtes secrétaire général de Liberté Éducation, une association membre de l'Interassociation nationale de l'instruction en famille. Vous avez été auditionné à l'Assemblée et au Sénat sur cette question dans le cadre de la loi séparatisme. Vous avez publié dernièrement un ouvrage qui s'appelle L'école à la maison, que j'ai ici,
Alors, je le montre. Je sais pas si... Ah oui, là, ça brille un peu. Désolée. Question d'éclairage. Là. Donc, l'école à la maison, dont nous parlerons évidemment beaucoup ce soir. Vous y décrivez l'école à la maison comme l'une des tendances sociales les plus importantes du dernier demi-siècle. Après un tour d'horizon géographique des pratiques et de la législation IEF, donc instruction en famille, dans différents pays, vous nous offrez des portraits de famille et tentez d'analyser les raisons du succès de ce mode d'instruction avant d'analyser les aspects et les enjeux politiques, avec un retour sur le projet de loi séparatisme. Je vais maintenant vous laisser la parole et pendant que nous vous écouterons, je prends toutes les questions que vous tous qui nous écoutez pourrez poser sur la messagerie instantanée. Je vous remercie et Jean-Baptiste et Marie, c'est à vous. Bonsoir à tous, merci beaucoup de votre accueil. Merci aux éditions Artege de nous donner cette opportunité de nous exprimer sur ce sujet de l'école à la maison qui nous tient tant à cœur depuis maintenant plus de 10 ans. C'est vraiment devenu un peu une passion pour nous et on est très heureux de la partager avec vous tous qui nous écoutez ce soir. Pour commencer, on avait envie de vous donner un peu notre témoignage. Comment est-ce que nous sommes venus à faire l'école à la maison et puis pour vous dire aussi un petit peu, donc on est mariés depuis 13 ans et on a 3 garçons qui sont donc tous instruits en famille sans discontinuer depuis le début. Donc on a Carole qui est un garçon, c'est écrit avec un K, qui est en 5e cette année. On a Joseph qui le suit de près, ils ont 18 mois d'écart et qui fait sa rentrée en 6e aussi, donc en école à la maison. Et puis le petit dernier, rentre en CE1 aussi en école à la maison. Et la spécialiste de l'école à la maison ce soir, en fait, c'est ma femme, c'est plutôt elle qui devrait parler. Même si je vais beaucoup parler, je vais essayer quand même de lui donner la parole parce que c'est elle qui a vraiment cette expérience au quotidien avec les enfants. Bien sûr, moi je suis là aussi et j'assiste à pas mal d'instants, de moments d'école à la maison, mais c'est vraiment Marie, c'est vraiment toi qui est le plus à même d'en parler. Et je te propose que pour commencer, tu nous racontes un petit peu comment tu es venu à faire l'école à la maison, avec moi en soutien derrière, mais c'est quand même toi qui a fait ce choix. Alors pas trop en soutien au départ, parce que quand je lui ai proposé les premières fois, Jean-Baptiste était un peu un peu étonné. C'est un choix qui s'est fait petit à petit. J'aime bien dire aux personnes qui me posent la question, est-ce que je vais continuer longtemps? Je ne sais pas. Chaque année, la question se repose. Tout a commencé parce que je cherchais des activités à faire avec Carole quand il était petit et que j'ai découvert la pédagogie Montessori dans ce cadre-là et j'ai trouvé ça très innovant, très intéressant. Et puis en regardant un peu les écoles Montessori, je me suis aperçue qu'en fait en école Montessori, il y avait un peu de tout, et puis que les écoles Montessori étaient quand même très onéreuses aujourd'hui. Et donc j'ai proposé à Jean-Baptiste qu'on fasse la maternelle pour nos enfants. Donc avec la pédagogie Montessori. Et donc on a commencé comme ça, et puis arrivé en grande section, Carole elle commençait à lire, à aimer ça, et je me suis dit que j'allais continuer juste le CP. J'ai proposé à Jean-Baptiste qui commençait à être motivé aussi à ce moment-là, et donc du coup on s'est lancé sur le CP, et suite à ça en fait on a poursuivi pour asseoir un peu les acquis de la lecture. On a poursuivi en CE1, et en CE1 en fait j'avais fait commencer les activités à mes enfants, et notamment le conservatoire. Et il se trouve que en classe de CE1, Carole, il avait largement le temps de travailler son violon et ça marchait bien. Et en sortant du conservatoire à 18h, et ses petits copains, ils lui disaient: oh là là, on a encore des devoirs à faire. Alors en CE1, ça reste quand même léger, mais quand même Carole, il retenait ça, et en rentrant à la maison, il me disait: ah maman, mes copains, ils ont des devoirs à faire. Oh là là, moi j'en ai pas, c'est quand même sympa. Et puis on rentrait, on dînait, ils bouquinaient, ils jouaient, et voilà, c'était nos soirées. Et donc très vite m'est venu à l'esprit avec Jean-Baptiste qu'il fallait continuer, parce que ça donnait quand même un rythme de vie pour nos enfants qui était
assez agréable en fait. Et donc on a continué comme ça tout le primaire. Et dans le même temps, il s'est trouvé que au niveau musique, ils ont bien fonctionné puisque comme ils avaient le temps de travailler en journée, comme dit la prof de violon, c'est super parce que vos enfants ils travaillent aux meilleures heures de la journée leur instrument, donc voilà, et aux meilleures heures de la journée leur travail. Voilà. Et donc arrivé en CM2, j'ai proposé à Carole, qu'est-ce que tu veux faire, parce que comme il commence d'être un peu grand, voilà, on partage aussi. Sur ce qu'il souhaite faire, et lui il m'a dit non, moi j'ai envie de continuer l'école à la maison, j'aime bien ça, et puis voilà, je lui ai demandé si les copains lui manquaient pas, il m'a dit non, j'en ai plein aux activités, et puis je vais les voir, enfin voilà, ça me manque pas du tout, enfin il en voit beaucoup aussi. Et puis donc on a continué, et donc en 6e, Carole n'avait pas de devoir le soir, pouvait travailler son instrument en journée, et en 5e on continue avec le même format, un enfant qui travaille avec des bonnes journées de travail quand même, que c'est assez soutenu la 5e, d'autant plus qu'il a des contrôles à renvoyer, puisque à partir de la 6e je fonctionne avec des cours par correspondance. Voilà, c'est mon choix, et mais sans avoir ni de devoir le soir ni de devoir le week-end, ce qui est quand même assez confortable pour un enfant qui est collégien. Voilà. Et ce que je peux ajouter, c'est que ce qui a achevé de me convaincre, c'est que Marie faisait des stages de formation Montessori dans le sud de la France, et à chaque fois elle revenait enchantée, avec plein de rencontres, plein d'histoires à raconter, et donc finalement j'ai voulu aller voir un peu ce qui s'y passait et me former aussi un peu, et donc j'ai suivi un stage Montessori en maths avec toi Marie, et c'est vrai que j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai eu la chance de faire une maths sup, et en fait en découvrant les bases des mathématiques enseignées avec Montessori, je me suis dit mais qu'est-ce que j'aurais aimé apprendre les maths, pourtant j'étais pas mauvais, avec cette méthode qui ouvre vraiment, qui est extraordinaire en fait. Et on retrouve le côté extrêmement génial de la pédagogie Montessori, et ceux qui s'intéressent pourront lire dans notre livre. J'ai fait toute une partie sur comment Maria Montessori est arrivée à développer cette méthode. Et bien en fait ça marche aussi pour l'écriture et la lecture. C'est vraiment fabuleux. Et puis ce qui m'a aussi beaucoup encouragé, c'est de discuter avec des parents qui faisaient l'école à la maison. C'est là-bas, en fait, dans ces stages, que j'ai découvert que ça existait. Je venais un peu avec mes questions, mais c'est légal, voilà, et la socialisation, on va en parler dans un instant. Et en fait, je me suis rendu compte que ces parents, eh bien, ils aimaient bien discuter avec les autres. Ils étaient ouverts aux autres. Il y a une grande ouverture en fait dans l'école à la maison. Et plus on rencontre de parents qui font l'école à la maison, plus on se rend compte aussi de cette richesse à faire l'école à la maison à ses enfants. Alors après, on parle de Montessori, mais je n'utilise pas que cette méthode. Voilà, je fais un peu un mix, et puis après, chaque parent qui fait l'école à la maison trouve ses supports, ses idées. Voilà, tout est bon pour pouvoir éveiller nos enfants, et puis après les former. Alors, je vous propose maintenant de parler un peu de ce phénomène de l'école à la maison, en quittant un peu la France et en réfléchissant un peu sur l'école à la maison dans le monde. Et en fait, on se rend compte assez vite, quand on va étudier un peu ce qui se passe dans d'autres pays, eh bien que c'est un phénomène en pleine explosion, en pleine expansion au niveau mondial, et que ça se développe dans beaucoup de pays. C'est d'abord venu il y a 40 ans dans les pays anglo-saxons, particulièrement les États-Unis, qui ont du coup une grande longueur d'avance sur nous, ce qui se ressent aussi du coup dans les études des chercheurs sur le sujet. Mais c'est aussi le cas dans des pays émergents, comme par exemple le Brésil. Le Brésil, jusqu'ici, l'école à la maison n'était pas très favorisée. Eh bien, figurez-vous qu'il y a quelques mois à peine, les parlementaires brésiliens ont planché sur une proposition de loi pour rendre l'école à la maison plus facile dans ce pays. Et donc, il y a une volonté politique d'y développer l'école à la maison. Voilà. Aux États-Unis, je vais vous donner le cas de la Homeschooling League Defense Association, donc c'est la grande association de défense de l'école à la maison là-bas. Ils revendiquent plus de 270 000
familles qui font l'école à la maison, et il y en a beaucoup plus dans le pays, puisqu'il y a environ 4 millions d'enfants qui font l'école à la maison, et c'est en train de s'accélérer, en fait. Le phénomène aux États-Unis s'accélère. Certains États, comme par exemple l'Alabama, ont vu une augmentation de 50% des enfants instruits en famille en l'espace d'un an. D'autres États, comme le Dakota du Sud, eh bien, légifèrent aussi pour que ça soit encore plus facile de faire l'école à la maison. La législation là-bas dépend un peu des États, mais globalement, elle est permise dans à peu près la grande majorité des États des États-Unis. Et tout à l'heure, vous citiez Patricia Line, en fait, en disant que l'école à la maison est l'une des tendances sociales les plus importantes du dernier demi-siècle. Ce qui est intéressant de souligner avec cette expression, donc cette tendance sociale extrêmement importante dans le monde entier, eh bien, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est vraiment cette personne, et elle est chercheure en sciences de l'éducation, mais surtout elle travaille au département d'État de l'éducation. C'est comme si on avait une chercheure en France au sein du ministère de l'Éducation nationale qui nous rappelait que l'école à la maison se développe dans le monde entier. C'est important de le souligner. Et par rapport aux études, justement, eh bien, elles nous proviennent beaucoup des États-Unis sur la réussite des enfants. Ils ont en général des résultats plus élevés que leurs semblables instruits dans des écoles publiques, donc aux examens communs. Et puis plus tard, eh bien, ils persévèrent plus longtemps en études supérieures, et notamment à l'université. Voilà. Et ils ont là-bas, dans les universités, et ça, ce sont toujours ces chercheurs en sciences de l'éducation qui le disent, eh bien, une moyenne plus élevée. Et vous trouverez dans notre livre beaucoup d'exemples. On a aussi donné des petits témoignages d'enfants qui sont allés très loin et très vite à l'université en ayant profité de l'école à la maison quand ils étaient à l'équivalent du collège et du lycée pour les États-Unis. Et d'ailleurs, on peut souligner que de nombreuses universités américaines, eh bien, cherchent en priorité ces profils d'enfants qui ont suivi l'école à la maison, et ils organisent même, il y en a une récemment à Harvard, des conférences sur ce thème. Donc vous voyez, on est dans un autre pays, mais c'est pour vous dire qu'on n'est pas les seuls en fait à faire l'école à la maison. Il y en a plein d'autres à travers le monde qui le font, et c'est finalement pour ça que on a choisi que le premier chapitre de notre livre, eh bien, soit un tour du monde de l'école à la maison. Là, je vous ai donné quelques brides, mais vous découvrirez une classification par pays avec les différentes pratiques et les différentes législations. Voilà, et vous verrez que la France n'est pas très bien située par rapport aux législations. On va en parler dans quelques minutes. Je vous donne qu'un seul exemple, et puis on avancera. C'est en Russie. Eh bien, figurez-vous que la Russie donne même des subventions aux parents qui le souhaitent, qui souhaitent faire l'école à la maison. Donc on est encore plus loin. Voilà, c'est comme si nous on avait des subventions, alors qu'on n'a pas droit à l'allocation de rentrée scolaire, n'est-ce pas? Bon, alors j'avance un petit peu, mais une question qu'on nous pose souvent, c'est qui sont les familles qui font l'école à la maison? Et en fait, c'est une question qui est très difficile parce qu'en fait, il y a autant de profils différents que de familles. Et ça, c'est aussi très beau parce que c'est une vraie richesse. Et nous avons quand même essayé de consacrer un chapitre au profil de ces familles en donnant différents témoignages. On se rend compte d'une vraiment grande variété. Donc, on est vraiment tous différents et c'est une véritable richesse pour notre société, pour notre pays. On trouve aussi bien des enfants qui ont des profils atypiques. Vous savez, on parle des hauts potentiels, et peut-être parmi les parents qui sont là ce soir, ils ont des enfants dans ce cas, les hauts potentiels, mais aussi les enfants qui ont des difficultés, des troubles d'apprentissage. Alors, on peut citer les fameux 10, vous savez, la série on connaît les dyslexiques, mais il y a aussi les dysgraphiques, la dyscalculie, etc. Sachant que tout ça aussi, c'est un peu une définition réductrice. Hein. Nos enfants sont bien plus que leurs difficultés. Ils nous donnent beaucoup plus. Mais voilà, ça leur permet justement l'école à la maison, eh bien de suivre un parcours scolaire à peu près normal, et même de réussir là où ça serait parfois et même souvent plus difficile à l'école. Et d'ailleurs, il y a aussi beaucoup d'enfants qui font l'école à la maison suite à un harcèlement. Ou une phobie scolaire, c'est lié, mais pas forcément, ou alors pour des raisons de santé, handicap, mais pas seulement. Je pense aussi spécialement aux enfants autistes ou qui ont d'autres maladies. Voilà.
Et donc ainsi, l'école à la maison, on peut dire que c'est une véritable planche de salut. Et pour moi, ce terme est très important. Pas seulement parce que on est un couple chrétien, Marie et moi, catholique, mais aussi parce que c'est vraiment une planche de salut pour ces enfants. Cela leur donne une véritable chance à l'époque où, dans une époque où on parle beaucoup d'égalité des chances, et ben justement, l'école à la maison concourt aussi à cette égalité de chances. Et ils ont besoin, ces enfants-là, eh bien, d'avoir un temps pour se reconstruire, pour reprendre pied. Et l'école à la maison, pour ça, eh bien, c'est le meilleur moyen. Pour retrouver aussi un parcours scolaire un peu plus stable, pour rattraper éventuellement un retard. Et en fait, on peut rajouter que un enfant sur deux, en moyenne, retourne dans le système scolaire l'année suivante. Donc, ça montre bien aussi que ça n'est parfois qu'un temps. Nous, on fait ça depuis 10 ans, mais voilà, il y en a d'autres qui font le choix que ça ne dure qu'un an. Et pourquoi pas? Chacun fait ses choix en conscience. Rajoutons qu'il n'y a que 13% des enfants qui sont instruits en famille, qui sont encore instruits en famille au collège, et plus que 2% au lycée. Donc, vous voyez bien, plus on avance dans les grandes classes, et bien moins les enfants restent en école à la maison, et donc retrouvent finalement un parcours dans une école plus classique, que ce soit le hors contrat, le sous-contrat ou le public. Alors c'est aussi peut-être un peu le moment de vous parler aussi de socialisation, parce que nous, quand on a commencé l'école à la maison, eh bien c'était avec la question de la légalité, et c'était la question qui revenait le plus. Est-ce que les enfants instruits en famille sont bien socialisés? Et là, je vous propose de redonner un peu la parole à mon épouse pour que je ne l'accapare pas, cette parole, et qu'elle nous témoigne un petit peu de ce qu'elle pense de ce sujet. Écoutez, ce que je pense de ce sujet, mes enfants semblent pas très différents des autres. Ils jouent comme les autres. Ils se disputent entre eux comme les autres. Ils ont des amis comme les autres. Et ce que je remarque simplement, c'est que au départ où on est arrivé à Tours, j'avais quelques amis qui parfois me posaient cette question de la socialisation. Et il y a pas très très longtemps, j'ai une personne qui m'a reposé cette question devant une amie qui me l'avait posée il y a à peu près 8 ans. Et c'est cette amie qui lui a répondu et qui lui a dit mais enfin t'as qu'à regarder ces enfants, est-ce qu'ils ont l'air asociaux? Non, c'est les plus sociables, tu vois bien qu'ils sont hyper sociables, ils vont vers tout le monde, ils parlent à tout le monde. Voilà. Et donc 2 petites anecdotes que j'ai remarquées. Alors je sais pas si c'est attrait à mes enfants ou à l'école à la maison, puisque je j'ai pas fait d'études sur les autres enfants qui font l'école à la maison, mais il se trouve que très facilement quand on va dans des parcs, en fait, ou même quand on va sur la plage, j'ai remarqué que mes enfants aimaient bien aller chercher les autres enfants pour jouer avec eux, et qu'en fait ils ne faisaient pas de cases, en fait, ils jouent pas entre eux ou ils jouent pas juste avec leurs petits copains, mais très rapidement ils ont pris cette habitude d'aller chercher les autres enfants. Et puis il y a quelques mois, on est allé dans un parc et c'était très amusant. Parce que on est arrivé, il y avait 5-6 groupes d'enfants qui jouaient chacun de leur côté, et Carole et Joseph ont fait le tour de tous les enfants et on leur a dit vous voulez jouer avec nous, vous voulez jouer avec nous, et en fait au bout de quelques minutes il y avait 25 enfants qui jouaient tous ensemble. Et voilà, donc est-ce que ça vient de l'école à la maison? Je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça très chouette, et de me dire que ils s'étaient voilà, ils s'étaient pas arrêtés sur l'âge, parce ils étaient allés interpeller des petits, ils étaient allés interpeller des grands. Et voilà. Après l'autre petite remarque que je me suis faite, eh bien à force de fréquenter les gens que je fréquente aussi, mes enfants ils ont l'habitude d'aller parler à des personnes plus âgées, à des personnes à des adultes ou à des plus jeunes, à jouer avec des plus jeunes, et en fait ils s'arrêtent pas. Alors, ils aiment bien jouer avec les enfants de leur âge, mais ils n'ont pas de difficulté pour aller parler une demi-heure avec la voisine qui a 70 ans, ou aller jouer avec un petit qui a 3 ans parce que il est là, et puis on a envie de jouer avec lui, donc on le fait participer. Donc voilà. Et après il y a les activités où mes enfants vont trouver, ils souhaitent leur anniversaire, ils invitent plein de copains. On se retrouve souvent avec 10 invitations de copains. C'est moi qui suis obligée de freiner pour pas avoir la maison qui explose.
Donc voilà, c'est l'expérience que j'ai. Je trouve pas mes enfants asociaux, au contraire. Et voilà. Alors justement, pour s'appuyer aussi sur les chercheurs, eh bien, dans notre livre, vous verrez, on a mis bout à bout un certain nombre d'études de chercheurs en sciences sociales. Et voilà, vous y trouverez donc quelques belles conclusions sur leurs études. En fait, ils concluent à peu près tous la même chose, dans leur écrasante majorité, c'est que les enfants instruits en famille sont aussi bien, voire mieux socialisés que les enfants instruits dans les écoles publiques. Voilà. Et ça, c'est valable dans presque tous les pays du monde. Et donc, ça nous rassure, finalement, la socialisation est un faux problème. Voilà, je voulais vous dire aussi que si les enfants, si les parents choisissent ce mode d'instruction, c'est aussi parce que les enfants, bien sûr, le veulent. Et en fait, les enfants aussi se rendent compte que, eh bien, ils ont, comme Marie l'a dit, beaucoup de temps pour eux. Ils aiment pouvoir lire beaucoup plus. Et c'est même finalement la première raison, la première motivation des parents, c'est justement ce choix du respect du rythme de l'enfant. Alors, on a fait tout un chapitre, je voudrais pas être trop long ce soir, mais sur les avantages de l'école à la maison, c'est le chapitre 4. Et vous y retrouverez donc cette question du rythme de l'enfant, mais aussi les pédagogies alternatives, comme on en a parlé. On pourrait aussi parler de l'excellence des nombreux cours par correspondance, outre le fameux CNED, Centre national d'enseignement à distance. Voilà, vous avez aussi quelques pages là-dessus. Et de fait, beaucoup d'enfants aiment aussi apprendre avec leur maman, parfois avec leur papa, et aussi en ligne, avec bonheur, à leur rythme. Alors maintenant, je voudrais passer dans une troisième partie sur cette évolution en France, pour revenir un peu à notre pays, parce qu'on ne peut pas faire l'impasse dans ce webinaire sur ce qui s'est passé un peu en France. Et donc, rapidement, en quelques minutes, un bref historique. L'école à la maison en France est assez récente. Nous, quand on a commencé, notre aînée Carole faisait partie des 5063, j'ai regardé les chiffres, élèves instruits en famille hors CNED réglementé. Aujourd'hui, eh bien, on est au moins 62 000, peut-être même beaucoup plus, parce qu'il y a un véritable engouement en cette rentrée 2022 pour l'école à la maison. On est peut-être beaucoup plus loin que ça. On a multiplié par 4 le nombre d'adhérents à notre association, et les autres associations nationales vivent la même chose. Mais par le passé, il y avait eu quand même des tentatives de les réduire, des propositions de loi, qui sont pas des projets de loi, mais voilà, de la part de députés qui cherchaient à restreindre cette liberté qui est fondamentale. Voilà, ou alors avec des circulaires qui ont rétréci un peu les opportunités, notamment en renforçant beaucoup les contrôles, même si les contrôles sont utiles. On peut parler par exemple des contrôles qui peuvent être inopinés. Et finalement, il y a eu ce qu'on appelle un coup de tonnerre dans un ciel bleu dans notre livre. C'est un chapitre dédié avec cette annonce d'octobre de l'année dernière où le président Macron annonce lui-même qu'il veut interdire l'école à la maison. Alors, il dit la restreindre aux impératifs de santé. En réalité, c'est quasiment l'interdire, puisque ne pourront aller à l'école à la maison avec son idée de départ que ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Et jamais jusqu'ici, un président n'avait osé aller aussi loin. Alors, on reviendra peut-être un peu là-dessus tout à l'heure, mais voilà. Aujourd'hui, depuis la promulgation, malheureusement, de cette loi, après l'avis du Conseil constitutionnel et d'un certain nombre d'organisations de l'État qui ont toutes donné leur feu vert, on pourrait dire le doigt sur la couture du pantalon, eh bien, on est arrivé à un régime qui est déclaratif encore pour cette année de septembre 2022 et qui passera en régime d'autorisation pour les familles qui commenceront l'année prochaine. Et alors, le régime d'autorisation, eh bien, il dépendra désormais de critères, alors qu'avant, il suffisait de déclarer qu'on faisait l'école à la maison. Donc, toute cette année, par exemple, si en cours d'année, vous décidez de faire l'école à la maison, vous pouvez toujours, avec le régime de déclaration, c'est jusqu'en septembre prochain, sans motiver votre choix. D'ailleurs, les académies n'ont pas à vous demander quel est votre choix, en tout cas, cette année.
même si certains le font, demandent des livrets de famille. Enfin, elles n'ont pas à faire ça, ce n'est pas légal. Les motifs, donc, pour ceux qui commenceront l'année prochaine, eh bien, ils sont au nombre de 4. D'abord, l'état de santé de l'enfant ou son handicap. Ensuite, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives. Alors, on est déjà dans quelque chose d'un peu plus flou. Autant le handicap, la MDPH, la Maison départementale des handicapés, donne une reconnaissance. Autant les activités sportives ou artistiques intensives, on ne sait pas encore trop ce que cela signifie. On va en savoir davantage, bien sûr, lorsque les décrets d'application seront publiés, mais pour le moment, les associations nationales attendent avec impatience ces décrets et on n'en sait pas plus. Le troisième motif, c'est l'itinérance de la famille ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public. Et le quatrième et dernier motif est beaucoup plus flou, c'est l'existence d'une situation propre à l'enfant, motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille, dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Voilà. Et dans ce cas-là, eh bien, la demande d'autorisation devra comporter une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer une instruction majoritairement en langue française, ainsi que des pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. On est un peu inquiet par ce quatrième motif au niveau des associations nationales dont Liberté Éducation fait partie, parce qu'il est flou et parce que justement le Conseil constitutionnel a émis une réserve d'interprétation là-dessus. Une réserve d'interprétation, ça veut dire quoi? Ça veut dire attention aux décrets d'application. Il faudra que les décrets respectent justement cette question de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la situation propre à l'enfant, qui peut être interprétée justement de différentes façons, selon qu'on est au gouvernement où on estime que la place d'un enfant est à l'école, ou selon d'autres voix qui disent que c'est quand même aux parents d'en décider. Alors donc, vous l'avez compris, cette année, l'école à la maison est encore possible sous régime déclaratif. Voilà. Du coup, ça donne lieu à un très fort engouement qui est aussi favorisé par le fait que j'avais une maman qui faisait l'école à la maison tout à l'heure au téléphone qui me disait qu'elle voulait pas mettre son enfant dès 3 ans à l'école. Et donc il y a ça, il y a cette loi de 2019 qui obligeait ça. Il y a le fait qu'on a beaucoup parlé de l'école à la maison et donc beaucoup de parents le découvrent. Il y a le fait que si on fait l'école à la maison cette année et que les contrôles sont réussis, on aura une dérogation pour 2 ans. Donc ça c'est intéressant. Et donc voilà, il y a un certain nombre de facteurs comme ça qui accélèrent un peu le phénomène. Ce qui nous inquiète aussi, c'est qu'il y a un quota du gouvernement dans son étude d'impact qui parle de renvoyer à l'école 2/3 des enfants qui font l'école à la maison. Donc on espère que ce quota ne sera pas mis en place. Et pour conclure cette partie, eh bien dans notre classification par pays évoquée au début de ce webinaire, eh bien la France rejoint les pays les plus restrictifs. Elle l'était déjà avec ses contrôles renforcés, double contrôle de l'académie et des mairies. Et maintenant, on rejoint les pays avec une interdiction déguisée. Donc, ce sont la Chine, le Pakistan et l'Arabie saoudite. J'espère qu'en vous disant ça, je ne vous choque pas, mais c'est simplement factuel. Vous pouvez lire cette classification dans notre livre. Pour conclure, on peut parler un tout petit peu quand même de la grande mobilisation. Ça, c'est pour encourager un peu les parents. Voilà, tout au long de cette grande bataille qui s'est déroulée depuis octobre dernier jusqu'au mois d'août, eh bien, les familles se sont extrêmement mobilisées. On raconte un peu dans notre livre. Elles ont rencontré, contacté les sénateurs, les députés. Le pouvoir en a été surpris, comme nous le racontons aussi. Il y a eu des nombreuses pétitions, il y a eu des manifestations dans tout le pays, il y a eu des articles de presse dans la presse nationale et locale, des reportages, de nombreuses tribunes dans les médias, y compris de personnalités du monde politique, des philosophes, des pédagogues, etc. Alors toute cette mobilisation, eh bien finalement, elle a permis de gagner 3 ans. Vous allez me dire peut-être c'est peu, mais en réalité, c'est quand même pas mal et on ne sait pas ce qui va se passer avec la présidentielle. Si vous avez des questions là-dessus, on pourra en parler. Voilà, le processus quand même législatif, il faut le dire, a été entaché de nombreuses atteintes aux conditions d'un véritable débat démocratique serein avec les fameux rapports secrets. Donc nous dévoilons dans le livre comment le rapport Bergéal, qui concluait à l'inconstitutionnalité de la mesure, eh bien a pu
fuité dans la presse, vous pourrez lire ça, la dissimulation aussi autour des rapports de la Direction générale de l'éducation scolaire sur l'instruction en famille, qui ne sont sortis que 3 semaines après la décision du Conseil constitutionnel, donc ces jours-ci, et évidemment dans lesquels on ne trouve aucune trace de lien entre le séparatisme ou la radicalisation et les enfants instruits en famille, donc qui ont obligé finalement les députés à voter à l'aveugle sans ces rapports qu'ils ont pourtant de nombreuses fois réclamés, y compris en séance à l'Assemblée nationale. Et donc il y a tout un chapitre là-dessus, vous pourrez aller plus loin, le chapitre 7, les manipulations du gouvernement, qui détaille en fait toutes ces entorses qui sont, de notre point de vue, bien trop nombreuses pour un pays qui se vante d'être une démocratie. Et pour finir, je voudrais m'arrêter sur le motif qui a été donné par le président Macron de vouloir interdire l'instruction en famille en France. C'était dans son discours des Mureaux du 2 octobre. Il nous parle de terrorisme, du terrorisme. Et en fait, il dit même aussi que sa décision est l'une des plus radicales depuis les lois Ferry. Alors justement, on montre aussi ça, on cite les discours de Jules Ferry. Jules Ferry avait sanctuarisé la possibilité de faire l'école à la maison. Et donc, il prétend s'inscrire dans sa ligne, mais en réalité, il n'y est pas. Et puis, concernant sa décision, donc, qui est l'une des plus radicales, pourquoi est-elle radicale? On peut se demander effectivement quel est le rapport avec le terrorisme. Et finalement, on a enquêté dans notre livre, et après, on va pouvoir conclure sur la radicalisation auprès des plus grands instituts de recherche français. On les a tous contactés, on a eu des réponses de tous. Auprès donc de leurs chercheurs spécialistes du sujet de la radicalisation, au sein du CNRS, que vous connaissez, de la Fondation pour la recherche stratégique, à l'UNESCO, la chaire en radicalisation, ou alors encore l'école des hautes études en sciences sociales, ou alors encore l'Institut des hautes études de la défense nationale. On a eu tous ces chercheurs. Ou encore l'IHEMI, qui est l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. On a eu un échange avec le préfet qui dirige ce ministère de l'Intérieur, et lui-même, comme tous les autres, nous a dit qu'on n'avait pas de chiffres, qu'il n'existe pas de chiffres sur la radicalisation en école à la maison. Et donc, on peut conclure en disant que le motif évoqué par le président Macron pour interdire l'école à la maison était donc un prétexte fondé sur absolument aucun chiffre. Voilà, en conclusion, très rapidement, parce que je vois que le temps tourne, l'école à la maison a fait ses preuves dans le monde entier, comme nous le démontrons. Elle est à la pointe des dernières méthodes d'éducation, de l'innovation pédagogique. Elle participe à la construction de notre pays, de notre société, en lui donnant des adultes épanouis, heureux, bien instruits et socialisés, voilà, qui s'engageront dans la société, qui apporteront leur pierre à l'édification de notre pays. Voilà, et c'est une liberté fondamentale des parents, parce que les parents, ils sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Merci. Alors, nous avons déjà un certain nombre de questions. Première question, c'est plutôt pratique. Donc, comment bien partager l'attention entre les enfants, sachant que le petit de 2 ans peut déconcentrer l'autre avec son besoin d'attention. Voilà, c'est une maman qui pose cette question. Alors après, chaque parent va trouver ce qui lui convient. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui choisissent de mettre les plus jeunes en maternelle, voilà, pour s'occuper des plus grands. Moi, j'ai pas fait ce choix-là. J'ai toujours gardé mes enfants, même quand mon Raphaël était petit. Alors, c'est pas facile parce que voilà, on a un enfant qui, quand il a 2 ans, il court partout, il parle pas encore bien et on peut pas vraiment lui faire des activités. Alors, nous, on a eu un avantage, c'est qu'on a quand même des animaux, et donc c'est une petite occupation qu'un enfant peut faire, aller donner à manger au chien, au chat. Déjà, ça vous prend 5 minutes, où l'enfant va être en autonomie, va peut-être en mettre partout, mais au moins vous serez tranquille pendant le temps qu'il s'occupe des animaux. Après, si vous pouvez avoir un relais de temps en temps pour aller demander d'aller le faire promener ou lui mettre des petits jeux adaptés à son âge à côté des plus grands. Et puis, si vous avez
un grand écart d'âge, laisser aussi un peu les grands en autonomie par moment. Voilà, moi j'essayais de tourner entre les trois, faire une leçon avec mon plus grand. Alors mon plus grand, il a toujours commencé l'école un peu plus tôt que les autres. Comme ça, les autres jouaient pendant que je commençais de lui faire la leçon. Et puis ensuite, je commençais avec mon deuxième. Et puis voilà, donc je tournais comme ça, un petit temps avec l'un. Ensuite, il devait travailler en autonomie, un petit temps avec l'autre. Et puis après, je m'occupais de Raphaël, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas facile et on met du temps. Moi, ce que je voudrais dire, surtout aux mamans qui font l'école à la maison et qui ont justement plein d'enfants, moi j'en ai que 3, mais c'est aussi de se donner du temps pour trouver votre rythme, voilà, et de vous faire confiance. Ce qui va marcher dans une famille marchera pas dans la vôtre. Voilà, vous êtes une super maman pour vos enfants et vous allez trouver les bonnes solutions, les bonnes idées. N'hésitez pas à demander aussi peut-être des jeux chez vos amis, voilà, ou dans votre famille si vous avez la possibilité. Merci. Alors, c'est vrai que dans le chapitre 3 de votre livre, vous parlez des pédagogies alternatives, vous évoquez les différentes méthodes, vous faites un petit tour des différentes méthodes qui existent. Une personne demande quelle formation pour faire l'école à la maison? C'est toi qui réponds. Vas-y. C'est toi l'experte. Bon, alors, en fait, aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas de formation, qui font l'école à la maison. Moi, j'ai un bac plus 5, mais peu importe en fait, puisque j'ai tout repris à zéro. Si on m'avait demandé il y a 10 ans de refaire des maths de 5e, je pense que j'avais tout oublié. Et puis j'ai tout repris à zéro, donc avec mes enfants. Donc je me suis reformée. Je pense que si je retournais à l'école, je serais bien meilleure aujourd'hui qu'à l'époque. Voilà, donc on réapprend aussi avec nos enfants. Donc c'est aussi passionnant. Mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir de formation parce que si vous avez besoin d'aide, vous en avez la possibilité. Vous avez, il y a plein de parents qui sont pas très à l'aise pour faire leurs cours eux-mêmes, donc ils prennent des cours particuliers. Voilà, c'est un choix qui est très bien et qui est très confortable pour les parents. Moi, je l'ai fait à partir de la 6e, je l'ai pas forcément fait avant. Et puis après, vous avez aussi des super livres. Je sais pas si on a le droit de donner les. Ils sont pas concurrents directs. La librairie des écoles. Voilà, qui sont une librairie scolaire que moi j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé. Vous avez des livres dans à peu près toutes les matières, surtout pour le primaire. Et vous pouvez comme ça faire votre petit planning, votre petit programme, voilà. Marie est très timide, mais elle vous dit pas qu'elle est en train d'écrire un manuel de lecture pour cet éditeur. Et c'est vrai qu'il existe aussi beaucoup de pages Facebook d'entraide de parents. Et on peut dire aussi que l'école à la maison, c'est l'école la plus démocratique parce que c'est la plus simple. Il suffit d'avoir une table, une chaise, des crayons et quelques bons manuels déjà. Et ça, c'est à la limite le plus simple. Et puis, vous avez ce qu'on appelle le socle commun des connaissances, c'est-à-dire ce que votre enfant doit savoir à la fin de son année, sur lequel il va être jugé avec le contrôle de l'académie. Et en fait, si vous avez ça, si vous avez des manuels, eh ben, vous savez où vous allez. Et après, c'est à vous de vous organiser. Mais voilà, c'est quand même assez simple à mettre en œuvre. Après, bon, il faut travailler au quotidien. Mais la perspective, on l'a. Je t'ai coupé. J'espère avoir répondu à la question. Oui, il y avait aussi la question comment se mettre justement en réseau avec d'autres parents. Alors vous disiez qu'il y a des groupes, est-ce qu'on peut donner des noms? Est-ce que voilà, des parents qui voudraient rencontrer d'autres parents, ou en tout cas être dans des réseaux? Oui, absolument. Nous, on peut vous citer tout simplement ce qu'on fait avec Liberté Éducation, parce qu'on a beaucoup de demandes en ce sens, et donc on invite tous ceux qui le souhaitent. Peut-être parmi vous ce soir, il y a déjà des adhérents, mais à adhérer. En plus, on a fait une adhésion qui est gratuite, et donc on demande le code postal pour pouvoir vous mettre en relation dans les différents départements de France. Et là, par exemple, on a regardé combien il y avait de
d'adhérents en Île-de-France. Il y a plus de 100 adhérents et donc on va pouvoir les mettre en contact s'ils le souhaitent. Et ça, c'est très important aussi de pouvoir se rencontrer dans le monde physique pour échanger, pour partager des expériences, pour passer du temps aussi, pour que les enfants aussi éventuellement puissent jouer entre eux. Voilà, il y a vraiment, mais avec Internet et les réseaux sociaux, il y a vraiment beaucoup de possibilités. N'hésitez pas tout simplement à nous contacter si vous avez un besoin en ce sens et on essaiera de vous mettre en contact avec des familles. Merci. Concernant l'interdiction de l'école à la maison, le CNED est-il concerné? Le statut du CNED étant différent des écoles indépendantes aux yeux de la République. Alors, c'est la première question que je me suis posée quand j'ai appris cette décision de Monsieur Macron. Je me suis dit, au moins, ils vont nous laisser les cours par correspondance quand même. C'est quand même très sérieux, les cours par correspondance, à commencer par le CNED. Eh bien, figurez-vous que dans l'étude d'impact du gouvernement, eh bien, ils chiffrent la perte sèche que représentera pour le CNED. Et on a des amis qui sont enseignants chez eux, alors on ne sait pas comment ils vont faire. Voilà, ce manque à gagner que représentera finalement toutes ces familles qui ne seront plus inscrites au CNED, sachant qu'attention, il y a deux CNED. Il y a le CNED libre et le CNED réglementé. Alors, pour faire la nuance, le CNED réglementé, eh bien, il est attribué par l'académie si votre enfant a des bonnes raisons de santé, en particulier le handicap. Et à ce moment-là, si le directeur académique vous donne cette possibilité, eh bien, le CNED pour vous est gratuit. Et vous avez des vrais bulletins de notes, un vrai conseil de classe et une décision d'orientation pour l'année suivante. Donc, c'est comme si votre enfant était à l'école. Ça, c'est le CNED réglementé, mais il est assez difficile à obtenir. Il existe aussi le CNED libre. Et donc, l'exemple typique, c'est la famille expatriée qui met ses enfants au CNED à distance. Et ça marche aussi pour les familles qui font l'école à la maison, en tout cas tant que c'est possible. La trésorière de notre association a suivi le CNED libre jusqu'en classe de seconde. Après, elle a été ingénieure. Enfin, vous voyez, on peut très bien réussir aussi avec le CNED. Et donc, la question de départ, c'était quoi? Je me perds. Est-ce que le CNED va être interdit aussi? Oui. Alors oui, le CNED ne sera plus possible. En tout cas, on pourra pas dire. Sauf si votre enfant a des graves problèmes de santé. Pour bien répondre, on pourra pas dire je fais le CNED donc c'est bon. Non, ça ne marchera pas. Il faudra quand même répondre à l'un des 4 critères que je vous ai listés tout à l'heure, ce qui est un peu inquiétant aussi, à moins d'obtenir eh bien une autorisation du directeur académique, mais ce qui n'est pas évident. Merci. Alors, en termes de relation avec vos enfants, une maman demande, y a-t-il des tensions entre vos enfants et vous, du fait que vous êtes la seule personne à qui ils rendent des comptes dans la vie de tous les jours? Je dirais que c'est comme dans toutes les familles, ça dépend des jours. Il y a des jours où ça se passe bien et des jours où ça se passe mal. Il y a des jours où on est fatigué et des jours où on est en forme. Donc, des tensions, avec moi, en tout cas, je pense pas plus que dans une autre famille. Il y a des sujets sur lesquels... oui, je suis plus à cheval, donc où je m'énerve plus facilement. Je suis une maman comme une autre, hein, donc voilà. Après, si je peux me permettre un conseil pour les parents que moi j'ai remarqué au fur et à mesure des années, respectez vraiment votre rythme pour pas être fatigué, parce qu'en fait, faire l'école à la maison, c'est une belle aventure, mais c'est très difficile au niveau enfin, c'est difficile. Ça demande beaucoup à la maman, parce que c'est un vrai travail à temps plein, parce qu'on est institutrice, on est cuisinière, on est ménagère, on est organisatrice, on fait des tonnes de métiers en même temps, et on a nos enfants non-stop avec nous. Et donc, le conseil que je donne, moi, c'est vraiment de faire attention. Si on a besoin de se coucher tôt, on se couche tôt. Si on a besoin de faire du sport, organisez-vous du temps pour faire un peu de sport une fois par semaine. Enfin, voilà. Prenez vraiment ce dont vous avez besoin pour pouvoir être disponible dans ce quasi temps plein avec vos enfants, et pour justement éviter les tensions, éviter de s'énerver trop. Voilà. Et je voudrais aussi apporter une petite nuance à la question posée.
c'est que non, en fait, les parents ne sont pas les seules personnes à qui nos enfants rendent compte. On pourrait s'amuser à faire un petit peu la liste. Alors, il y a le prêtre qui catéchise nos enfants, il faut un peu qu'ils rendent compte. Il y a le prof de piano ou de violon. Il y a le prof d'escrime ou de tennis. Il y a qu'est-ce qu'il y a encore? Le prof de solfège, de chorale et d'orchestre. Le prof de chorale et d'orchestre, oui, ça commence à faire du monde. Il y a aussi la grand-mère qui donne des cours à distance, ou la tante qui donne aussi des cours d'art plastique. Voilà, il faut un petit peu rendre compte aussi quand même, hein, même si c'est des proches, hein, parce que parfois aussi, on l'a pas dit, mais l'entourage peut participer aussi à la formation, à l'instruction des enfants. C'est tout à fait permis à partir du moment où on a déclaré qu'on faisait l'instruction en famille. Et donc en fait, il y a pas mal de monde quand même à qui les enfants doit rendre compte, et j'ai envie de rajouter, puisque nous sommes catholiques, ils doivent aussi rendre compte à Dieu. Voilà. Et donc ça fait, voilà, il y a pas que nous. Merci. Alors, question aussi, quels sont les contrôles actuellement des familles et au niveau des enfants? Et également, c'est vrai que cette question du contrôle, elle posait aussi une question du niveau même de l'enfant. Une maman demandait comment sont perçues les inspections par les enfants. Est-ce que vous voyez une confiance en soi accrue chez eux? Est-ce que, voilà, au contraire, ça les panique? Alors, en fait, donc il y a deux types de contrôles. Le premier contrôle, c'est tous les 2 ans, c'est avec l'assistante sociale qui vient chez nous, ou le maire dans certains petits villages, hein. Donc, généralement, moi, j'ai toujours eu un très bon contact avec les assistantes sociales qui, généralement, vont plutôt dans des familles où c'est plutôt compliqué. Et quand elles arrivent dans notre maison, bah, elles voient une maison, des enfants qui courent, qui parlent, elles voient des livres, et elles sont toujours très positives. Voilà. J'ai eu qu'un bon contact avec les dames qui sont venues chez nous. Et même une qui nous disait, oh là là, c'était une super idée, moi j'aurais dû faire la même chose que vous. Enfin voilà, c'était très sympathique. Et après il y a l'inspection à l'académie. Alors nous, ça dépend des villes, mais nous, on nous a toujours demandé de nous présenter nous. Donc on va se présenter à l'académie ou dans une école. Alors l'inspection n'est pas la même pour le primaire et pour le collège. Pour le primaire, c'est vraiment en petit comité, donc vos enfants avec vous et une dame. Alors après, ça dépend un petit peu des villes, donc moi je parle de mon expérience, parce que parfois il y a 2 inspecteurs, parfois ils séparent les parents des enfants, ceux qui n'ont pas le droit de faire d'ailleurs. Moi, j'ai toujours eu donc une seule personne et j'étais avec mes enfants. Ils font donc un contrôle maths français pour les enfants, et puis en même temps, la dame pose des questions aux parents. Après, ça dépend sur qui vous tombez. Il y a des personnes qui sont assez positives et qui voient les choses de manière assez bienveillante, et il y en a qui ne comprennent pas forcément notre choix et qui nous posent des questions. Voilà. Moi, le conseil que j'ai à donner, c'est que jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment de compte à rendre, donc voilà, je ne cherche pas à me battre. Donc j'explique simplement mon choix, et voilà, et ils finissent par comprendre tout à fait. Et puis les enfants, alors la première année, ils étaient un peu stressés, hein, quand ils sont allés au contrôle, parce qu'on n'en avait jamais fait, Carole. Et puis bah maintenant ils y vont beaucoup plus cool que moi, parce que en fait ils demandent ils demandent un niveau de l'éducation nationale, et donc bon, en faisant un minimum de travail par jour, on n'a pas vraiment de difficultés. Voilà. Donc c'est pas un très haut niveau, c'est vraiment un niveau classique. Donc voilà. Après, si votre enfant ne sait pas répondre, je sais qu'il y a des personnes qui ont eu des mauvaises expériences parce qu'elles sont tombées sur des personnes qui étaient plus fermées. Mais je pense qu'il faut surtout rassurer nos enfants et les encourager. Et voilà, bon, ça se passe bien. Moi, j'ai un enfant qui est dysgraphique. Voilà, donc je le précise à chaque fois. Je dis, il est dysgraphique, il a des difficultés pour l'écriture, donc voilà. Donc après, j'ai une petite remarque. Ah bah oui, ça se voit qu'il est dysgraphique. Ben, bon, ça se voit. Ben, je vous l'ai dit. Mais voilà.
Il faut pas y aller en se confrontant, je pense. Il faut y aller, voilà, comme un petit exercice pour les enfants et et c'est vite passé. Merci. Et d'ailleurs, c'est vrai que vous en avez parlé, hein, vous avez fait une sous-partie sur une liberté déjà très contrôlée dans votre livre. Et vous disiez, contrairement à l'éducation nationale, l'école à la maison est donc soumise à une obligation de résultat, au risque sinon pour les parents de recevoir une injonction de scolarisation. Donc, c'est assez intéressant de voir que c'est contrairement à l'éducation nationale où on voit quand même des chiffres assez élevés d'échecs scolaires. On peut ajouter que c'est le seul moment dans l'éducation nationale où sont inspectés en même temps l'enseignante et les enfants, sachant qu'en moyenne, un enseignant dans l'éducation nationale est inspecté tous les 5 ans, alors que nous le sommes chaque année. Et que lui, pas ses élèves. Merci. Alors, de nouveau, retour sur la loi. Une maman demande, un enfant qui va bien, on justifie comment le choix l'an prochain, sachant que c'est un enfant qui n'a jamais connu l'école? Alors, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent dont l'enfant a 3 ans l'année prochaine, ou qui n'ont pas encore pu avoir ce type d'expérience. Voilà, vous avez déjà en partie répondu pour ceux qui étaient déjà scolarisés à la maison. Alors ça va beaucoup dépendre des fameux décrets d'application. Ce que je peux vous dire, c'est que quelque part, il est trop tôt pour répondre. Et on invite cette maman à adhérer à notre association parce qu'on en saura plus dans les semaines qui viennent. Ce que je peux vous dire, en fait, dans la Bible, il est écrit à chaque jour suffit sa peine. Et en fait, on est un petit peu appelé à vivre ça en ce moment, depuis cette crise aussi d'ailleurs, parce que tout peut arriver finalement. Moi, je pense qu'il faut pas baisser les bras par rapport à cette loi qui est passée. Et on est nombreux dans ce cas, que on se bat pour une juste cause, c'est celle de nos enfants. Et quand on se bat pour une juste cause, eh bien, un jour ou l'autre, eh bien, elle finit toujours par gagner, par triompher. Et donc, on n'a pas fini de se battre. Les décrets, s'ils ne sont pas corrects par rapport à la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, notamment sur cet article 4, la situation propre à l'enfant, et peut-être que madame, votre enfant, eh bien, a une situation particulière qui fait que ça lui convient bien et que ça pourra se justifier, on ne sait pas. Mais en tout cas, on va se battre jusqu'au bout avec les associations nationales. Je peux vous dire qu'elles sont dans les starting blocks pour défendre toutes les familles qui le demanderont. Et d'ailleurs, il y a déjà des familles qui le demandent parce que parfois, il y a dans certaines académies, il y a des pratiques qui sont pas très légales. Donc, ne vous inquiétez pas de ça. Attendons de voir ce que la loi va sortir. Il va sans doute y avoir beaucoup de contentieux, mais vous savez, notre association, elle est présidée par un avocat. Il travaille déjà sur des sujets où des familles qui font l'école à la maison l'ont sollicité. Et donc, on va se battre jusqu'au bout. Et puis, il y a la campagne présidentielle. Et ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est qu'il y a déjà 2 candidats, dont un déclaré, qui nous a demandé une note sur l'école à la maison. Et bien entendu, nous, on demande la suppression de cette mesure. Donc, sont-ils assez représentatifs? Eh bien, ils ont déjà un peu de poids. Donc, nous verrons ce que ça va donner au niveau de l'Assemblée des députés aussi, hein, parce que les députés ont été très fortement sensibilisés et on est en train de leur envoyer un certain nombre de livres d'ailleurs, figurez-vous, ainsi qu'à un certain nombre d'hommes politiques sur le sujet. Et donc, la campagne, eh bien, elle va peut-être nous permettre, et c'est aussi pour ça que c'est important de vous procurer ce livre et d'en parler autour de vous. Parlez-en à vos amis parce que il y a vraiment plein d'arguments. Et je dis ça d'autant plus librement qu'il y a eu une recension ces jours-ci dans Liberté politique où il était écrit que ce livre justement donnait tous les arguments pour répondre à cette question et pour remettre ce sujet sur la table justement pendant la présidentielle. Et donc tout peut arriver tant qu'on peut se battre, on se battra et on fera en sorte de faire en sorte d'amoindrir le plus possible les effets de cette loi. Et donc, gardons confiance et continuons de nous battre sur ce sujet, de faire connaître l'école à la maison, de le vivre nous-mêmes tant que c'est autorisé. Et puis après, nous verrons. Est-ce que vous pouvez rappeler, même si vous le dites dans votre livre, hein, les critères qui aujourd'hui permettent d'avoir une dérogation, enfin une autorisation? Oui. Alors le premier critère, c'est le critère de santé ou de handicap de l'enfant, l'état de santé. Voilà. Le deuxième, c'est
la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives. Nous, très concrètement, on s'est posé la question si avec nos enfants au conservatoire, ça pouvait rentrer dans ce cas. Alors, on n'en est pas... Mais peut-être qu'il y a des choses à imaginer. L'itinérance de la famille ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public. On va tous aller habiter très très loin. Donc ça, c'est une autre possibilité. Il faut y réfléchir. L'existence d'une situation propre à l'enfant, motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui sont responsables de l'enfant justifient eh bien, de la capacité des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors ça, eh bien, on espère qu'on va pouvoir être nombreux à s'engouffrer dans cette brèche. Mais ce que j'ai envie de rajouter, sans trop dévoiler un peu ce qu'on a en tête, c'est qu'on est en train d'essayer de trouver aussi des petites portes latérales pour essayer quand même de pouvoir continuer l'école à la maison. J'en parle aussi assez longuement dans le livre. Il y a un modèle d'école qui n'est ni tout à fait l'école à la maison, ni tout à fait l'école hors contrat, qui s'appelle l'hybridation, les écoles hybrides, où il y a des contrats qui sont faits entre des familles qui font l'école à la maison et des écoles hors contrat pour tout simplement qu'il y ait certains cours qui aient lieu dans l'école. Et donc, on n'est plus tout à fait ni dans l'un ni dans l'autre. En tout cas, ça, c'est un sujet à creuser. Il faut savoir aussi que aux États-Unis, j'en donne un peu le détail aussi, il existe des coopératives de parents qui font l'école à la maison, de façon à ce que certains parents, par exemple un parent qui serait très bon, une maman qui serait très bon en maths, par exemple, eh bien, elle pourrait donner des cours de maths à un certain niveau de plusieurs enfants qui appartiennent à différentes familles. Il y a même des coopératives qui rassemblent plusieurs centaines de familles. Et donc ça, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on a à inventer. On parle beaucoup d'hybridation en ce moment dans le monde de l'enseignement, dans l'enseignement secondaire. Eh bien, peut-être qu'il y a quelque chose aussi à creuser là au niveau de l'école à la maison. On y réfléchit. Si vous voulez y réfléchir avec nous, vous pouvez nous contacter. Et il reste aussi l'idée de faire des micro-écoles. Voilà, il y a plusieurs choses qui sont en réflexion. Une maman disait, est-ce que en fait un enfant à haut potentiel peut être considéré comme, enfin peut obtenir une dérogation si on le prouve? Là, c'est pareil, ça va aussi beaucoup dépendre des décrets d'application. On avait insisté avec l'aide des députés au moment des débats en séance pour que justement les profils atypiques, les hauts potentiels, mais aussi des enfants autistes ou ceux qui ont un trouble 10 de l'apprentissage, eh bien pour que ce soit inscrit noir sur blanc dans la loi. Et malheureusement, les députés ont refusé tous ces amendements portés par les députés qui nous soutenaient. On peut rappeler aussi qu'il y avait des soutiens sur absolument tous les bancs de l'Assemblée, tous partis politiques confondus. C'était vraiment une bataille transpartisane, ce qui nous donne aussi peut-être quelques espérances sur la possibilité d'y revenir. Et donc, pour le moment, on ne sait pas. Ça revient un peu à la réponse que je vous faisais tout à l'heure. Il va falloir encore patienter pour savoir ce qu'il y a dans ces décrets. Nous sommes en lien avec le ministère, on commence à avoir des liens. J'ai eu un long entretien avec le conseiller spécial du ministre Jean-Michel Blanquer et peut-être que nous allons pouvoir discuter des décrets avec eux. Voilà, on a quelques échanges un peu sporadiques par mail ou au téléphone. Pour le moment, on n'en sait rien, mais voilà, on travaille là-dessus. Merci. Alors, une question pour Marie. Par rapport à votre vie personnelle, est-ce que ça vous arrive de remettre en question ce choix qui, d'une manière ou d'une autre, on le fait au détriment de sa carrière ou d'autres choix de vie? Mon mari ne partage pas du tout ces craintes et c'est pourquoi j'appréhende un peu un tel engagement. C'est un choix de vie, hein. Je vais pas vous mentir, c'est un sacerdoce en fait pour la maman. Oui, je rappelle, hein, je suis comme toutes les mamans, j'ai des côtés impatients, j'ai des moments de fatigue, j'ai des moments de doute. Voilà, j'ai déjà entendu des mamans plus âgées qui avaient fait l'école à la maison il y a longtemps dire qu'elles-mêmes avaient eu des doutes. Donc voilà, mais après, c'est comme dans la vie professionnelle, on a aussi des moments de doute, de découragement, d'épuisement, voilà. C'est pour ça que je marquais le fait tout à l'heure de vraiment respecter son rythme et ses besoins au moins un minimum
pour pouvoir être disponible. Mais après, c'est vrai que c'est un choix de vie qui est pas facile, qui est mieux quand il est soutenu par le conjoint, parce que justement, on peut aussi le porter à deux. Et puis quand j'en peux plus, je peux dire à Jean-Baptiste, voilà, j'en ai ras-le-bol, je vais faire un tour, tu gardes les enfants, puis voilà. Alors que voilà, donc Jean-Baptiste étant partisan avec moi pour l'école à la maison, ne peut pas me dire ah non, t'as fait ce choix, tu te débrouilles. Voilà, donc. Mais tu m'as convaincu aussi un peu voilà. quand même au départ. Oui. Alors certes, c'est un choix difficile, mais après, on a quand même la fierté. Alors ça reste des doutes parfois quand on a un enfant en difficulté. Moi, mon deuxième a des difficultés, donc parfois c'est vrai que c'est un peu angoissant, mais voilà. Après, je suis fière de leur réussite. Ils savent lire parce que c'est moi qui leur a appris et personne d'autre. Ils savent compter parce que c'est moi qui leur a appris et personne d'autre. Quand ils font voilà toute leur réussite, alors je peux pas me les attribuer qu'à moi parce que c'est eux, c'est aussi plein de choses, mais j'y ai participé et surtout j'ai pu en être témoin, voyez. Comme on dit, j'ai un souvenir de ce que me disait quand je travaillais et que j'étais enceinte de Carole. J'avais autour de moi tout un tas de médecins du travail et d'autres secrétaires qui me disaient chacune leur expérience et les unes me disaient oh tu sais moi je suis restée avec mes enfants jusqu'à ce qu'ils aillent à l'école et puis même après je l'ai pas regretté, j'ai des bons souvenirs, je l'ai vu marcher la première fois et d'autres mamans qui dans le sens inverse me disaient ah moi j'ai continué à travailler, je l'ai mis en crèche à 3 mois, ça a été un déchirement et puis j'ai pas vu ses premiers pas et c'est la nounou qui l'a entendu parler la première fois, enfin voilà. Et donc moi je peux rajouter je les ai vus marcher la première fois, je les ai entendus parler la première fois, je les ai vus lire la première fois, je les ai vus compter la première fois. Donc c'est aussi toutes ces petites réussites quand même qui seront des bons souvenirs. Mais voilà, après il y a toujours des moments de doute. Après, c'est pour ça aussi, c'est bien de s'entourer d'autres mamans qui font l'école à la maison, parce que la socialisation, c'est pas un problème pour les enfants. Ça peut être parfois difficile pour les mamans. Et parfois, c'est pour les mamans simplement qu'on a besoin de rencontrer d'autres parents qui font l'école à la maison, ne serait-ce que pour passer un coup de fil quand on est fatigué, quand la journée s'est mal passée, puisque ça arrive, hein, comme à l'école. Voilà, et ben on se passe un coup de fil et puis on s'encourage, allez, voilà. Et puis parfois, l'une ou l'autre peut vous dire, allez, hop, la semaine prochaine, je te prends tes enfants une après-midi. Et c'est cette entraide aussi parce que les mamans qui font l'école à la maison, elles peuvent vous comprendre et savoir les joies, mais aussi les peines qu'on peut partager, qui sont les nôtres. Voilà, de notre métier de maman à la maison et de professeur à la maison. Merci. Alors c'est vrai que dans votre livre, vous disiez justement que c'est pour la plupart des femmes, hein, les femmes assurent l'école à la maison dans 98% des cas avec un âge moyen de 38 ans. Il y avait cette question d'une maman, de l'implication du papa. Est-ce que le papa a un rôle dans l'éducation à la maison, en tout cas dans ce choix, dans ce mode d'instruction. Comment le père, voilà, j'ai retrouvé la question, c'est comment le père intervient-il dans l'école à la maison s'il intervient dans votre cas? Alors c'est moi qui vais parler du coup. C'est très simple, j'ai la chance d'être indépendant, je m'occupe d'une association et du coup je peux passer pas mal de temps à l'heure du déjeuner. Déjà je peux déjeuner en famille et ça c'est quelque chose que je connaissais pas avant parce que je vous l'ai pas dit dans notre témoignage, mais on habitait Paris et pour faire ce choix de l'école à la maison on a décidé d'habiter en province. On n'est pas du tout les seuls à faire ça, hein. Mais c'était un choix aussi de vivre plus que sur un seul salaire, le mien. Et du coup, le fait d'être en province, eh bien, au départ, je travaillais encore à Paris, mais j'ai pu donc en montant cette association qui s'appelle Light in the Dark pour ceux que ça intéresse. Eh bien, vous irez voir sur Internet. Eh bien, j'ai pu avoir beaucoup plus de temps au moment du déjeuner, mais aussi le matin, parce que ne partant pas
tôt de bonne heure, eh bien, je peux assister au déjeuner avec les enfants, voir éventuellement le programme de la journée. À midi, je demande très souvent comment s'est passé. En général, je le sais déjà un peu, mais comment s'est passé l'école à chacun des enfants, hein, l'école à la maison, mais comment se sont passées les différentes matières. Je suis aussi les instruments parce que j'aime bien écouter notre aîné au violon et notre numéro 2 au piano. Notre numéro 2 au piano, il compose. Alors, c'est d'autant plus agréable, mais enfin, il faut qu'il fasse quand même ses morceaux. Au violon aussi, j'aime beaucoup entendre notre aîné. Et donc, je suis un peu là dans ces moments-là. Et puis, le soir aussi, je rentre pas à 20h, 21h. Je suis normalement, en temps normal, en tout cas, plus dispo qu'un papa. Et je pense que cette disponibilité, elle est très importante. J'aimerais en donner beaucoup plus. Et ma femme me pousse à en donner plus. Mais et tu as raison. Mais voilà, je pense qu'il faut profiter des temps que l'on passe en famille pour essayer d'encourager son épouse dans l'école à la maison, surtout quand il y a des difficultés qui apparaissent, et aussi pour un peu challenger, bon c'est un mot anglais, mais les enfants, pour leur dire écoutez, profitez-en, avancez, quel sujet vous intéresse, creusez les questions. Alors, on le fait jamais assez, mais je pense que le rôle du père, il est là, il est en soutien quand c'est la maman qui fait l'école à la maison, mais il y a aussi des papas qui font l'école à la maison. On avait fait une vidéo au début de la mobilisation, on avait fait parler un papa qui faisait l'école à la maison, donc les rôles étaient inversés, mais finalement c'est strictement pareil. Il faut dans ce cas-là la maman bien. Et parfois vous avez des papas qui prennent en charge une matière, tout simplement. Non, j'avais proposé de prendre à Jean-Baptiste l'informatique, mais bon. Il a fait un ou deux cours, ça n'a pas super marché, mais voilà. Après, le petit truc que j'ai demandé à Jean-Baptiste, c'est les poésies, en fait, les récitations le vendredi. C'est lui qui fait. Les enfants viennent réciter à leur papa les poésies. Comme ça, il leur donne une note. Et parfois, ils sont pas du tout contents de la note qu'ils ont eue. Donc, ils reviennent vers moi en me disant « Oh, il nous a donné une mauvaise note, c'est n'importe quoi !» Voilà. Donc, voilà, c'est la petite implication, c'est que la poésie, ils la travaillent avec moi ou pas, ou tout seul. Mais par contre, ils vont la réciter à leur papa. Et ça lui prend 5 minutes. C'est pas très long, mais ils sont contents d'aller lui réciter leur poésie. Voilà, c'est le petit truc en plus scolaire que nous, on a mis en place voilà, sans trop déranger Jean-Baptiste dans son travail et en même temps pour lui permettre de s'impliquer d'une manière facile et agréable pour les enfants. C'est toujours un plaisir de réciter fièrement sa poésie. Merci. Donc, quand vous dites, vous avez consacré une sous-partie qui s'appelle la socialisation, un faux problème. Là, on a une question qui se rapporte un peu en disant, pensez-vous que l'école à la maison puisse impacter sur le développement psychosocial de l'enfant, sachant que l'école est une micro-société et donc l'enfant est confronté à l'école de la vie? C'est vrai qu'on a déjà un peu répondu, mais bon. Alors, ouais, moi, j'ai juste un autre élément à donner. Dans l'école, on parle beaucoup comme vous avez dit, de milieux où les enfants vont expérimenter la socialisation. Aujourd'hui, on est aussi un pays où il y a une énorme augmentation des phobies scolaires. Et les phobies scolaires, elles se prennent où? Elles se prennent à l'école avec des mauvaises expériences. On a tous entendu parler d'enfants qui ont été harcelés à l'école. Alors à différents niveaux, hein, c'est pas toujours des harcèlements terribles, hein, mais c'est des petites remarques, c'est des messages désobligeants, c'est des petites tiraillements. L'avantage qu'on a à l'école à la maison, et pour moi c'est un vrai plus dans la socialisation, c'est que nos enfants n'ont pas d'expérience négative avec les autres. S'ils ont une expérience négative, ils ont la capacité de s'en soustraire. Parce que si une personne est vraiment désagréable avec eux, ils peuvent très bien nous le dire et puis on évite on peut très bien éviter de voir cette personne. En tout cas, dans les âges où justement ils se construisent, parce que un mensonge, c'est que on nous dit qu'il faut aller vers les autres, mais en fait, on peut pas aller vers les autres tant qu'on s'est pas construit à l'intérieur. Et un enfant à 3 mois, il est pas construit. Donc,
certes, il pourra aller vers les autres, mais il pourra aussi créer des blessures. Alors, je dis pas que mes enfants ont pas de blessures, hein. Tous les enfants grandissent avec des difficultés, mais en tout cas, moi, je vois que sur la socialisation, mes enfants n'ont pas peur des autres. Alors, bien sûr, il faut leur apprendre aussi à se comporter, et ça, on le fait comme dans toutes les familles. On leur apprend à savoir parler aux adultes, parler avec les autres enfants, comment se comporter avec les autres. Et ça, ils le font, que ce soit dans les activités, que ce soit avec les amis qu'on rencontre. Mais pour moi, c'est un vrai plus que les enfants n'aient pas de mauvaises expériences. Alors, une petite histoire que j'aime bien. Mes enfants font partie d'un groupe de scoutisme et je me souviens, donc tous les autres enfants du scoutisme sont à l'école, dans l'école normale, classique, privée ou publique, et il se trouve que mes enfants à l'âge de 9 ans, 10 ans, ont été choqués de l'attitude des autres vis-à-vis des petites filles louvettes, je sais pas comment on appelle ça, là, celles qui sont louvettes, ou Jeannette, ça dépend des groupes, et de l'attitude des garçons vis-à-vis de ces petites filles. Et ils comprenaient pas pourquoi ils se moquaient, parce que c'était des filles qui étaient habillées en petites louvettes, et pourquoi ils avaient ce genre d'attitude. Et parce que eux, ils vont vers les enfants, ils ont cette habitude-là d'aller vers tous les enfants, qu'ils soient jaunes, noirs, que ce soit des filles, des garçons. Voilà, ils prennent le temps. Alors, il faut leur apprendre hein, aussi à jouer avec les petites filles, parce que parfois, ça reste des garçons, donc ils ont aussi un contact parfois un peu plus brutal, et on apprend petit à petit à se comporter aussi avec les autres, avec les petites filles comme avec les petites filles. Enfin, voilà, à savoir se comporter correctement. Mais ils sont toujours étonnés d'une attitude qui met à l'écart les autres. Et ça, c'est dans l'école à la maison, même en voyant mes amis qui font aussi l'école à la maison, je vois la même chose chez leurs enfants, c'est-à-dire une facilité à aller vers les autres et une incompréhension face à la mise à l'écart. Voilà. Et la mise à l'écart, moi, je suis allée dans le système scolaire, je l'ai vu pas pour moi, mais je l'ai vu pour certains de mes camarades. Voilà. Donc pour moi, l'école, c'est un lieu de socialisation, certes, mais pas pour tous les enfants, et c'est pas forcément un lieu qui facilite inévitablement l'école à la maison. Parfois, c'est le contraire, voilà, pour certains enfants. Et sur la question du développement cognitif, on en entend aussi un peu parler. Alors, le plus simple, c'est que je vous invite, pour moi, c'est la meilleure réponse, c'est un témoignage d'un chercheur au CNRS en sciences cognitives et qui fait l'école à la maison. Et on a publié son témoignage sur le site de Liberté Éducation. Donc, vous allez sur Liberté Éducation. En bas, vous avez les témoignages. Et vous allez retrouver son témoignage. Et c'est très intéressant parce qu'il montre, voilà, il en parle. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas non plus de problème en termes de développement cognitif. Il n'y a pas de raison qu'il y ait d'ailleurs plus de problèmes en école à la maison qu'en école normale par rapport à ça. D'autant plus qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup de la confiance en soi pour le développement des enfants. Et je pense que vraiment l'école à la maison, c'est un lieu extraordinaire pour que les enfants puissent développer leur confiance en eux. Voilà. Merci. Question, qu'est-ce que votre foi chrétienne apporte en plus à l'école à la maison dans votre famille? Alors, c'est une excellente question. Bon, déjà, on peut dire que on a la chance de pouvoir prendre un petit temps de prière, de lecture de la Bible, voire de chapelet. Et quand on est en famille, c'est quand même super de pas avoir le stress de devoir partir à l'école très très vite sans avoir eu le temps, quand on est croyant, quelle que soit d'ailleurs notre religion, de prier. Alors, je précise quand même que Liberté Éducation est une association apolitique, aconfessionnelle. Maintenant, voilà, on peut tout à fait faire l'école à la maison et être croyant et vivre aussi de notre foi dans ce mode de vie-là, avec ce que ça implique, c'est-à-dire bien par exemple, parfois, des enfants qui font l'école à la maison peuvent servir la messe en semaine, ce que ne font pas d'autres enfants parce que voilà, ils n'ont pas cette possibilité. Tu veux rajouter quelque chose? Non, moi ce que je dirais, c'est que
On a le temps comme a dit Jean-Baptiste, on a le temps pour tout en fait en faisant l'école à la maison. Alors on a un rythme, hein, on a aussi les activités, mais on a le temps de lire pour ceux qui aiment lire, on a le temps de jouer pour ceux qui aiment jouer, et on a aussi le temps de prier et de prier ensemble. Et c'est quand même un avantage. Et puis moi, la foi est un avantage aussi. On a parlé tout à l'heure des doutes qu'on peut avoir ou des découragements. Et moi, en tant que maman, quand ça m'arrive d'avoir des doutes, des découragements, eh bien, j'ai aussi quelqu'un vers qui me tourner, quelqu'un qui sait mieux que moi, qui aime encore plus que moi mes enfants, encore plus que je ne les aime, et qui veut leur bien plus que tout, leur bonheur. Et donc voilà, je peux aussi me tourner vers Dieu qui est un soutien, voilà, qui est une bénédiction pour moi, pour mes enfants, pour mon mari, au quotidien. Voilà. Merci. Alors, donc, question aussi. Par rapport à une enfant de 2 ans et demi, est-ce qu'il vaut le mieux, enfin, est-ce que vous conseilleriez de l'inscrire en IEF en toute petite section pour être dans le système et avoir une dérogation? Yeah. Si vous voulez pouvoir continuer dans les 3 ans qui nous restent, oui, faites une déclaration cette année. Vous perdrez rien, au contraire, vous gagnerez peut-être la possibilité de le faire encore 2 ans, sachant que les contrôles sont assez simples, hein, pour des enfants en maternelle. Il n'est pas demandé des choses extraordinaires, hein. Et puis généralement ils sont assez compréhensifs. Moi mon petit dernier, il a été inspecté en grande section quand l'obligation scolaire a commencé à 3 ans. Et la dame nous a demandé à Raphaël d'écrire son prénom. Voilà. Alors moi, mes enfants n'apprennent pas à écrire leur prénom tant qu'ils savent pas ce qu'est tant qu'ils savent pas lire les syllabes. Donc je ne fais pas du tout de méthode globale. Donc ils savent écrire leur prénom quand ils savent l'écrire et le lire par eux-mêmes. Et donc du coup, en tout début d'année, parce qu'on avait été inspecté assez tôt, il avait encore du mal à écrire Raphaël, parce que Raphaël avec PH, c'est quand même j'ai pas choisi un prénom facile en plus. Voilà, donc je lui ai dit, et elle a dit ah bon, il sait pas écrire son prénom. Alors j'ai dit ben oui, il sait pas écrire parce que en fait il est pas capable de le lire encore, il est pas capable de l'écrire, donc voilà, il l'apprendra plus tard. Mais par contre, il peut vous écrire papa, il peut vous écrire Carole, qui est un nom simple, il peut vous écrire tout ce que vous lui demanderez de simple, Samy, Lama. Polo, tout ce que vous voulez. Et donc, du coup, elle a été très rassurée et elle a demandé à Raphaël d'écrire papa. Donc, il a écrit papa et voilà. Donc, à partir du moment où vous justifiez aussi, voilà, mais je pense qu'en petite section de maternelle, ils ne demanderont pas d'écrire son prénom. Ils vont peut-être demander les couleurs et encore, je suis même pas sûre. Voilà, c'est assez simple. Ils sont assez compréhensifs aussi, je pense, avec des enfants de maternelle. Et je voudrais ajouter quelque chose aussi. La loi de 2019 obligeant les parents à scolariser leurs enfants dès l'âge de 3 ans nous a fait rejoindre finalement, on est presque le seul pays d'Europe à obliger ça, et y compris en fait toute la journée. Ce qui fait que ça a été un coup d'accélérateur pour l'école à la maison depuis cette loi. C'est-à-dire que depuis 2019, il y avait une croissance annuelle de l'école à la maison, mais on voit que ça a été accéléré par cette décision. Et à cette rentrée-là, on a beaucoup de parents qui nous ont dit on fait l'école à la maison aussi parce que notre enfant va avoir 3 ans en décembre et on n'a pas envie de le mettre tout de suite dans une école. Donc, on le garde encore un peu à la maison et pourquoi pas, d'autant plus effectivement si ça donne une dérogation pour les 2 années suivantes. Et ça, c'est à chaque parent d'en discerner, voilà, de bien y réfléchir. Question aussi pratique. Combien d'heures travaillez-vous dans la journée sur l'école à la maison? Alors ça dépend de mes enfants parce que ils ont pas tous le même niveau et ils ont pas tous les mêmes capacités. Mon grand, il est au cours Sainte-Anne
Donc c'est un cours qui est de bon niveau et qui demande un nombre d'heures de travail assez conséquent. Alors après il en a les capacités, donc il le fait. Je pense qu'on est autour de 25 heures par semaine. Voilà, avec je crois que c'est 4 heures de maths, 3 heures de 5 heures de français, voilà. 5 heures par jour s'il a pas le mercredi, enfin, avec le mercredi. Oui, c'est ça, c'est 3 heures le matin, 2 bonnes heures l'après-midi, 2h30, je pense, l'après-midi. Et sachant qu'il a aussi son instrument dans la journée. Voilà. Et il fait 3 fois une demi-heure de violon. Enfin, c'est ce qu'il doit faire cette année. Donc c'est aussi l'avantage, hein, c'est que voilà, nous on a choisi que nos enfants fassent des instruments parce que moi j'ai fait de la musique, donc ça me semble très important. Et donc voilà, notre grand qui fait du violon, il commence une demi-heure de violon le matin, donc par petites touches, une demi-heure entre midi et 2 et une demi-heure à la fin de son travail. Donc ça c'est aussi sympa pour pouvoir voilà découper, hein, pour mon deuxième qui a plus de difficultés par rapport à sa concentration, par rapport à son écriture. Voilà, moi j'ai pris les cours Griffon qui sont des très bons cours qui se font en ligne et ça lui donne une certaine autonomie. C'est beaucoup de choses qui sont les cours sont faits en ligne, donc du coup il peut les suivre et en même temps vous renvoyez le nombre de contrôles que vous souhaitez. Donc c'est un rythme qui est un peu plus souple et qui est un peu plus adapté à l'enfant. Enfin, c'est vous qui choisissez le rythme pour cet enfant. Alors moi, pour mon Joseph, hein, il commence à travailler le matin comme les autres assez tôt, mais il fait plus de pauses, un peu plus longtemps. Il fait aussi son instrument. Voilà. Lui, je lui demande 40 minutes de piano tous les jours. Alors après, il nous fait 2 heures de piano, mais il fait pas 2 heures de ce que sa prof lui demande. Il fait d'autres choses, il s'amuse, il compose, il rejoue des choses qu'il a entendues. Voilà, lui c'est pas de la lecture. Nous, notre grand raffole de la lecture, on lit beaucoup. Le deuxième, il aime faire son piano. Voilà. Et puis le dernier, étant en CE1, c'est 3h30 de travail maximum par jour à cet âge-là. Vous voyez, avec maths, français et puis les matières parallèles. Moi, je fais les matières parallèles l'après-midi. Je fais toujours les maths et le français le matin quand l'enfant est plus dispo. Alors après, pour un enfant de primaire, j'aime bien faire des matières parallèles qui sont un peu plus ludiques, vous voyez. Donc autant le maths français, je reste dans des choses un peu plus scolaires, un peu plus voilà, oui, je demande un peu plus de concentration. Mais par contre, en histoire, on va lire un livre, en parler, raconter ce qui se passe, échanger. En géographie, on va faire des expériences avec de l'argile. En sciences, on va faire des expériences. Vous voyez, comme ça, c'est plus l'après-midi est plus légère, plus facile, plus voilà. Pour un enfant de primaire, c'est quand même plus simple. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Merci. Ah, j'ai eu un petit décalage de mon côté. Je vois qu'il y a encore des questions sur les recours. Donc, absolument. Donc, oui, nous arrivons en fait à la fin du webinaire. Oui. Oui, vous vouliez répondre justement à cette question? Oui, rapidement, effectivement, les recours, on n'en a pas parlé, mais il y aura sans doute... Il y aura sans doute la Cour européenne des droits de l'homme, mais on n'est pas encore dans ce temps-là. Et effectivement, la présidentielle, c'est aussi important que la voie judiciaire. Il y avait une petite incompréhension que je voudrais pas laisser passer, si vous me permettez, très vite. C'était que j'ai parlé un moment de micro-école. Évidemment, il faut rester absolument dans la légalité. C'est-à-dire que si on ne veut plus faire l'école à la maison, à ce moment-là, on va vers le hors-contrat. Et donc, les micro-écoles, évidemment, ça devient du hors-contrat. Mais peut-être que des micro-écoles pourraient rassembler des familles qui, avant, faisaient l'école à la maison. Voilà, pour être très clair. Donc, ça, c'est très important. Restons dans la légalité. Il s'agit aussi de nos enfants. On peut créer aussi
un village très loin de toute école où on se rassemble tous pour faire l'école à la maison. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Ça a l'air de bloquer. Ouais. Voir, j'ai un petit décalage, mais je ne sais pas si c'est chez moi. Donc, je rappelle que vous avez écrit On n'en voit plus. ce livre, donc voilà, sur l'école, le lien et les arguments à tête reposée et pouvoir en fait les transmettre mieux à notre entourage. Le frère Marie Vianney sur le thème faut-il toujours suivre sa conscience? Un mal peut-il être un bien? Et jeudi 30 septembre, nous aurons un webinaire sur la théologie du corps pour les jeunes avec un livre d'Alex Deschênes qui s'appelle Tu es don, la théologie du corps pour les jeunes. Voilà, donc pour ceux que ces sujets intéressent, eh bien vous pouvez vous inscrire sur le site web des éditions Artege, rubrique webinaire. Vous aurez aussi l'enregistrement de ce webinaire qui sera disponible probablement dès demain, mais en tout cas dans les prochains jours, sur le site web des éditions Artege, rubrique webinaire, avec comme mot de passe votre adresse mail d'inscription à ce webinaire, donc vous pourrez le revoir. Voilà, je pense que j'ai tout dit, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, un bon repos. Et Jean-Baptiste et Marie, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonsoir.